Et de son côté, la désertification affecte la vie de quelques 2 milliards de personnes dans le monde. Et dans ce monde qui tente de se reconstruire après la crise sanitaire, quelle place pour la transition verte? Là est tout l'enjeu du dialogue de haut niveau sur la désertification lancé par les Nations Unies et qui vient de s'achever. Avec nous pour en parler en direct de New York, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, Ibrahim Thio, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thio, là on vient de voir dans ce sujet un exemple concret du combat pour la reforestation en Côte d'Ivoire et de cette prise de conscience. Les Nations Unies viennent d'ailleurs de lancer la décennie pour la restauration des écosystèmes. Vous qui côtoyez les grands leaders de ce monde, quelle est la position des dirigeants africains sur la question ? L'Afrique est en fait l'un des continents les plus affectés par la dégradation des terres et par conséquent, les leaders africains sont aussi en avance par rapport à cette lutte contre la dégradation des terres. Vous voyez, c'est un problème assez complexe parce qu'il faut nourrir les populations, c'est la terre qui nourrit les populations, il faut trouver de l'eau, il faut trouver des vêtements et toutes ces conditions réunies font que pour une population croissante comme celle de l'Afrique, il devient de plus en plus crucial d'assurer une gestion des terres. Donc les leaders africains sont en fait en avance. Il se trouve que c'est un continent qui a aussi d'énormes besoins et ces besoins ne sont pas toujours satisfaits. Alors une soixantaine d'États étaient réunis dans le cadre de ce dialogue sur la désertification. Quels sont les engagements qui ont été pris dans ce cadre ? Alors c'est d'abord de faire le constat. Les dernières études scientifiques ont prouvé que plus de 3 milliards de personnes sont c'est en fait près de 40% de la population mondiale qui sont affectées par la désertification et la dégradation des terres. C'est 10% du produit national brut. Pour un continent comme l'Afrique, les pertes annuelles sont estimées à près de 100 milliards de dollars par an. Donc nous parlons d'économie, nous parlons de la vie des populations, nous parlons du bien-être humain. Et donc les grands enjeux aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut lutter contre les changements climatiques, lutter contre la dégradation des terres de manière intégrée, de manière à satisfaire les besoins du monde. Donc les leaders du monde ont fait ce constat et la question est de savoir est-ce qu'on peut redresser la situation. Nous avons encore une dizaine d'années pour éviter vraiment une situation extrêmement difficile et ce sont donc ces engagements qui ont été pris à New York d'assurer la restauration des terres sur plus d'1 milliard d'hectares de terres. C'est quasiment l'équivalent de la superficie du Canada. Et si on arrive à réaliser cet objectif, plus peut-être quelques objectifs à réaliser au-delà de 2030, nous pourrons encore redresser la situation. Monsieur Thio, avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de la dégradation des terres ? C'est essentiellement deux facteurs. D'une part, les activités humaines. Nous dégradons la terre pour produire, pour l'agriculture, pour l'élevage. Nous dégradons la terre pour produire également des aliments de bétail. Nous coupons beaucoup de forêts pour produire des aliments de bétail. Nous dégradons la terre pour produire des vêtements. Vous savez, la culture de coton occupe beaucoup de superficie. Et le deuxième facteur, qui est un facteur externe, c'est en fait le facteur climatique. La péjoration climatique au cours des dernières années, notamment les changements climatiques que l'on a connus, avec les sécheresses de plus en plus fréquentes, font que la combinaison d'une pression humaine de plus en plus accrue avec la dégradation du milieu naturel et de la dégradation des changements climatiques font que cette combinaison est devenue un facteur accélérateur de la dégradation des terres. Et on parle d'ailleurs depuis quelques années de migrants climatiques, de migrants écologiques. Quelles sont les craintes ? Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, sur la question ? Alors, d'après les chiffres estimés même par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, près de 700 millions de personnes pourraient être amenées à se déplacer d'ici 2030 simplement parce qu'elles ne peuvent plus produire sur leur terre. Vous savez, qu'est-ce qui reste à un jeune du Sahel ou de l'Éthiopie? Qu'est-ce qui lui reste à faire s'il ne peut plus produire, si cette personne ne peut plus nourrir sa famille? Elle est obligée de se déplacer. Donc la migration n'est pas un phénomène récent. Les gens ont toujours migré vers les villes voisines, vers les pays voisins. Elle a été d'abord saisonnière, mais elle devient de plus en plus longue
les gens prennent de plus en plus de distance puisque la dégradation des terres fait que les conditions ne sont plus réunies pour produire suffisamment de nourriture pour la famille. Et aujourd'hui, aux côtés des politiques, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi au secteur privé ou à la société civile de réagir ? Alors, la réaction, elle doit être globale. D'abord, les gouvernements doivent mettre en place des réglementations suffisantes pour assurer que cette lutte contre la dégradation des terres, elle est réelle. C'est aussi donner les moyens qu'il faut par les gouvernements, par l'aide internationale, aux producteurs pour qu'ils produisent davantage sur la même unité de surface. Parce que la population est croissante, on ne peut pas continuer à simplement faire la dégradation du milieu naturel. Et le secteur privé, vous avez parlé du secteur privé, son rôle est essentiel, puisque c'est essentiellement le secteur privé qui produit la nourriture. Donc les modes de production actuels ne sont pas viables, ne sont pas soutenables à long terme. Les modes de consommation aussi ne sont pas soutenables. Donc c'est à la fois l'amont et l'aval, et nous devons agir vraiment de concert pour réduire. Alors nous pouvons le faire. On peut toujours produire suffisamment de nourriture pour les populations, pour l'humanité. On peut toujours se vêtir, on peut toujours avoir une vie décente sans pour autant continuer à dégrader, couper davantage de forêts et à détruire les milieux naturels. Alors il y a ce projet de la Grande Muraille Verte, cette bande de plus de 7500 kilomètres qui devrait traverser l'Afrique, du Sénégal à Djibouti, un projet lancé à la fin des années 2000 qui prévoit de planter des arbres pour freiner l'avancée du désert, un projet qui a pris du retard. Il en est où ce projet d'ailleurs ? Alors, vous avez très bien fait de parler de la Grande Muraille Verte parce que c'est l'un des projets les plus ambitieux au monde de restauration des terres. Alors, il ne s'agit pas uniquement de planter des arbres parce que l'arbre ne nourrit pas la population. Il s'agit aussi d'avoir une agriculture. Vous avez très bien fait de montrer les demi-lunes qui sont en train d'être faites par les populations. Ça, c'est de l'agriculture. C'est pour améliorer la production agricole. C'est pour améliorer la production pastorale. Il faut aussi parler du pastoralisme. Donc, de la gestion des ressources en eau. Donc, il s'agit de l'énergie, produire de l'énergie, notamment les énergies renouvelables qui sont maintenant disponibles, y compris dans les villages les plus reculés. Donc, il s'agit de promouvoir un développement intégré qui tienne compte à la fois des besoins des populations, mais également du besoin de restaurer les écosystèmes. Ce programme a été relancé au mois de janvier dernier à Paris avec le One Planet Summit et des promesses de dons et de subventions ont été faites, de même que des promesses bien sûr de prêts jusqu'à 16 milliards de dollars qui ont été promis par les pays et les organisations internationales, les banques internationales, de manière à relancer ce programme. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de planter des arbres, il s'agit de promouvoir un développement intégré, un développement rural qui tienne compte des besoins des populations, de manière à ce qu'elles adhèrent à la restauration des écosystèmes. Ibrahim Thio, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.